C'est la page culture de ce 20h avec comme invité Marie-Laure Ungoran, notre envoyée spéciale en Afrique du Sud à l'occasion du 40e anniversaire de la Convention sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir David. Alors, quels étaient les enjeux de ce rendez-vous bilan? Alors, avant de parler des enjeux, il est important, David, comme vous l'avez dit tantôt, c'était le 40e anniversaire de la Convention de 1972. Alors, il faut quand même parler de cette convention, juste en quelques mots. Tout à fait. Alors, la convention de 1972 sur le patrimoine mondial est une convention qui a été adoptée à l'occasion d'une assemblée générale de l'ONU qui a voulu que cette convention soit pour sauvegarder les patrimoines naturels et culturels des États. Donc des États qui ont ratifié la Convention de 72. Alors, lorsque ces biens sont désormais protégés par la communauté internationale, ça a quand même un droit de préservation, etc. Alors, cette Convention a eu 40 ans. Et donc, les États africains qui ont ratifié la Convention se sont retrouvés en Afrique du Sud pour faire le bilan. Parce que 40 ans, ce n'est pas rien. Pour faire le bilan, apporter des amendements à cette Convention et faire des propositions. Parce qu'il faut dire qu'il y a une grande rencontre qui est prévue à Kyoto, au Japon. Alors, donc, en prélude à cette rencontre, les États africains ont décidé de se rencontrer donc, en Afrique du Sud pour statuer sur cette convention. Alors, quels sont les enjeux? Vous me le demandiez. Il y a deux enjeux majeurs qu'on a pu relever. Premièrement, les Africains ont décidé de parler désormais d'une même voix. Tout à fait. Les États africains veulent qu'il y ait assez de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, pour qu'il y ait assez de sites inscrits, il faut que les critères qui sont dans la Convention puissent être révisés, surtout concernant les États africains qui ont ratifié la Convention. Alors, les Africains veulent que la culture africaine, qui quand même se distingue des autres cultures, notamment la culture américaine, asiatique, européenne, cette culture africaine est spécifique. On sait qu'elle est par exemple basée sur l'oralité. Voilà, oui. Je prends l'exemple de la ville historique des Grands Bassams, parler rapidement. On a mis en exergue la culture Nzima. C'est vrai, quand on prend la place à Bissa, ce n'est pas palpable, peut-être pour les Européens, mais en Afrique, c'est une signification, c'est une valeur significative pour les Africains. Tout à fait. Voilà, donc ces différentes préoccupations-là ont été relevées par les États africains. Et puis, il y a aussi le deuxième enjeu, qui est qu'il faut maintenant que les communautés locales soient impliquées dans la gestion des patrimoines. Une fois que ces communautés sont impliquées, et je vous dis que l'exemple de la Côte d'Ivoire a été relevé en Afrique du Sud, nous allons revenir peut-être dans cet élément que je vais vous proposer. Mais avant, parlez-nous maintenant de la participation de la Côte d'Ivoire. Alors, ça a été une bonne participation parce que la Côte d'Ivoire était représentée en Afrique du Sud à travers 4 départements. On avait le département de la culture, bien sûr, le département du tourisme, le département de l'environnement et le département de la communication. Et ces 4 départements ont fait des communications qui ont été beaucoup appréciées par les États africains qui étaient en Afrique du Sud et qui ont décidé de prendre ces participations de la Côte d'Ivoire comme exemple. Je prends un exemple. Oui. Par exemple, au niveau de la gestion de notre bien qui vient d'être inscrit récemment, la ville historique des Grands Bassams. Oui. La Côte d'Ivoire a mis en avant 3 entités de gestion. La première entité, c'est qu'il y a un comité local de gestion qui est présidé par la mairie. Et dans cette entité, qui est le comité local de gestion, on a la mairie, on a les communautés abourées par le roi abouré, les communautés Nzima, la population. Toutes ces entités sont impliquées dans la gestion. Et on a la deuxième entité qui est le comité de permis de construire. On ne construira plus comme ça dans la ville des Grands Bassams. Et ce comité est présidé par le préfet. Troisième entité, passée rapidement, on a la maison du patrimoine qui est dirigée par une personne ressource émanant du ministère de la Culture qui, toutes ces personnes-là donc gèrent le bien culturel des Grands Bassams. Ça a été cité en exemple, en Afrique du Sud. Alors, David, on va repartir tout de suite en Afrique du Sud pour revivre les temps forts qui ont marqué ce 40e anniversaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. 40e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les délégués africains, les experts en patrimoine, bref, les États africains ayant ratifié la Convention de 1972, Convention de l'UNESCO, sont en conclave en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, État partie à la Convention, est présente à Johannesburg. Les travaux sont si importants pour les Africains qui ambitionnent inscrire plus de biens sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit donc de faire le bilan de la Convention, apporter des amendements, proposer des recommandations,
avant la grande rencontre de Kyoto au Japon. L'Afrique veut parler désormais d'une seule voix, faire part de ses préoccupations concernant l'inscription, la conservation, la gestion de son patrimoine. Les professionnels africains, les ministres de la culture, les ministres des ressources naturelles qui sont présents ici, il y a quand même une quinzaine de ministres de toute l'Afrique, ont fait comprendre qu'il est important de penser aux questions de développement durable, à l'implication des communautés dans la préservation de ces sites. Parce que sans ces communautés, ces sites n'auraient jamais existé et n'auraient jamais été protégés jusqu'à ce jour. Il est important que l'Afrique trouve elle-même les moyens nécessaires pour prendre en charge la gestion de son patrimoine, surtout si ce patrimoine est utilisé comme outil de développement. Lors de ce colloque de l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire a partagé son expérience sur l'implication des communautés locales dans la gestion des patrimoines. Nous avons présenté la vision du ministère de la Culture qui veut que la Côte d'Ivoire puisse inscrire au moins un site chaque année. Donc à ce colloque, nous avons pu présenter une communication sur la gestion participative cadre de la ville historique de Grand Bassam. Et nous avons démontré ce que l'État parti a pu apporter dans l'organisation de la gestion de la ville historique de Grand Bassam. Nous avons parlé du tourisme, facteur de développement local. Il s'agissait de montrer comment est-ce que le tourisme en Côte d'Ivoire a pu apporter son appui au développement des collectivités locales, en l'occurrence certaines villes comme Yamoussoukro, San Pedro et Abidjan. Ce colloque organisé par le gouvernement de l'Afrique du Sud est soutenu par le Fonds pour le patrimoine mondial africain, FPMA, organisation intergouvernementale qui a démarré ses activités en 2006. Alors, le prochain rendez-vous mondial, c'est à Kyoto, c'est au Japon. Alors, quel sera le message des Africains? Alors, ce qui est intéressant, David, c'est que désormais, l'Afrique va parler d'une même voix, d'une seule voix. Alors, cette seule voix, c'est de faire passer ce seul message, sinon ce message principal, c'est que la culture africaine, spécificité de la culture africaine, basée sur l'immatérialité, l'intangibilité, donc ça veut dire ce qui n'est pas palpable, cette culture qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper, mais qui est la culture africaine. Ce message-là sera porté à Kyoto, au Japon, entre autres messages, voilà. Alors, parlez-nous de ce fonds qui sera mis à la disposition des Africains. On en parle. Oui, on en parle justement, et c'est le Fonds pour le patrimoine mondial africain, qui est le FPMA. Ce fonds-là, en fait, a pour mission clé d'aider les États partis à la Convention de 72 à inscrire autant de biens sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ce fonds-là aide ces États partis, ces États africains, en formant, par exemple, les gestionnaires de sites, en subventionnant aussi les États partis. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, dans le processus d'inscription de la ville historique, le FPMA nous a beaucoup apporté en apportant un appui financier, en formant nos techniciens ici. Et voilà, autant d'actions. Et pour finir peut-être avec ce point, David, le FPMA a levé, veut qu'il y ait assez de contributions au niveau des États africains, parce que le FPMA vit des subventions des États partis. Merci Marie-Laure pour ce compte rendu.